Allez, la parole est à monsieur Bernard Fialaire pour le groupe RDSE pour 10 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Personne ne peut ignorer que le contexte exceptionnel de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale dans une situation sanitaire et économique particulière et à moins de 6 mois d'une élection présidentielle. La première leçon que nous retiendrons du Covid, c'est la place de la santé dans la hiérarchie des valeurs de notre société. Alors que nous glissions sur une pente de plus en plus financiarisée d'une société high-tech et numérique, nous avons brutalement pris conscience que la santé, la vie tout simplement, était bien essentielle. Sans elle, il n'y a plus de société, les robots ne nous ayant encore pas tous remplacés et éliminés de la planète. Cette réaction pour notre survie, quoi qu'elle en coûte, a été globalement partagée par nos concitoyens, même si les modalités de protection collective ont pu être débattues et sont encore discutées, comme en atteste la prolongation du pass sanitaire. Je voudrais saluer les décisions mesurées et courageuses qui ont été prises et qui font de la France un pays qui traverse ces épreuves avec pragmatisme et pertinence. Je pense au maintien de la présence en milieu scolaire, comme à l'exceptionnel soutien à notre économie qui permet aujourd'hui un redressement minime de la trajectoire des comptes sociaux que nous avons à examiner. Et dans un contexte de pré-campagne présidentielle où les propositions d'extrême rigueur des uns en disputent avec la plus grande démagogie des autres, je salue le double signal de redressement de la trajectoire des comptes avec l'effort de dépenses raisonnables pour la santé. Car il nous revient de veiller au financement des prestations d'aujourd'hui afin qu'elles ne pèsent pas de manière déraisonnable sur les générations futures. Le régime général était redevenu excédentaire en 2018 et la loi de finances de la sécurité sociale de 2020 prévoyait un quasi-retour à l'équilibre du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse d'ici 2023. La crise est venue durablement bouleverser ces prévisions avec un effort de près de 35 milliards d'euros en 2020 et un déficit attendu de 15 milliards à l'horizon 2024-2025. Nous le savons tous, les dépenses de santé, dans toute son acception du terme, bien-être physique, psychique et social, continueront de croître, parce que nous vivons de plus en plus longtemps avec les soins qui accompagnent cette espérance de vie. La prévention et les bonnes règles d'hygiène de vie ne sont ni suffisantes, ni suffisamment partagées. Parce que les soins auxquels nous pouvons avoir accès sont de plus en plus sophistiqués et coûteux. Les progrès de la médecine, auxquels nous aspirons tous, ont un coût, avec des thérapies chères. Nous nous réjouissons de l'effort d'1 milliard d'euros supplémentaires d'investissement pour l'industrie pharmaceutique qui doit permettre également des relocalisations et une sécurisation de l'approvisionnement. Mais tout cela ne doit pas nous exonérer d'une extrême vigilance sur l'évolution des comptes sociaux. La maîtrise de ces dépenses passe autant par la place effective que doivent retrouver les élus dans les décisions de proximité que par nos amendements au PLFSS. Les élus ont été exclus des prises de décision, ils sont cantonnés dans un rôle de bienveillante surveillance. Les pleins pouvoirs ont été donnés à l'administration hospitalière et de santé. Des économies à chaque étage, région, département, ville, territoire de santé, établissements de soins se feront avec la vigilance des élus de terrain. Ils représentent tous les citoyens et pas seulement les associations d'usagers particuliers. Enfin, puisque les déficits sont déjà prévus pour les années à venir, 2,5 milliards d'euros pour l'assurance vieillesse en 2022, 4,2 en 2023, 5,8 en 2024, 7,6 en 2025, et des déficits cumulés annoncés à 97 milliards d'euros en 2022, 113 en 2023, 127,9 en 2024 et 143,2 en 2025, il faudra bien s'interroger sur le financement. Pouvons-nous continuer de financer la solidarité nationale avec les recettes du Conseil national de la résistance d'il y a 3/4 siècle, même avec l'apport de la CSG ? 74% des ressources de la sécurité sociale proviennent des revenus d'activité, au moment même où on nous annonce des revenus financiers atteignant
des niveaux inégalés. Et les records du CAC 40 de cette semaine en attestent. Si l'on veut diminuer les charges des entreprises, faisons-le sur les prélèvements sociaux afin d'alléger le coût du travail et augmenter en même temps les revenus de ceux qui fournissent ce travail. Le gouvernement l'a fait en 2018 par une baisse des cotisations sociales supérieure à la hausse de la CSG, ce qui a permis une progression du pouvoir d'achat des actifs. De même, en 2018 et 2019, la transformation du CICE en une réduction de 6 points de cotisation maladie allait dans ce sens. Tout ce qui a pour effet de réduire les prélèvements sociaux sur le travail et de les remplacer par des ressources prélevées dans des domaines où elles sont florissantes va dans le bon sens. Pourquoi, par exemple, le taux de CSG appliqué aux produits des jeux, qui est de 6,2%, est-il inférieur à celui qui affecte les revenus d'activité, qui est à 9,2%? De même, le taux de CSG sur les revenus d'activité est égal au taux applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placement. Un allègement des prélèvements sur les revenus d'activité irait vers une meilleure reconnaissance et une incitation au travail. Aujourd'hui, pour un revenu disponible donné, un actif de 45-50 ans payera beaucoup plus qu'un retraité de 70 ans. En matière de santé, est-ce que cela est justifié? Les retraités ont souvent acquis leur propriété alors que de nombreux actifs sont encore en voie d'accession et apportent toujours un soutien financier à leurs enfants, étudiants pour certains. En épargnant les petites retraites, bien sûr, il ne serait pas injuste de demander un effort aux premiers bénéficiaires. Parallèlement, le ticket modérateur, qui ne modère pas les complémentaires, doit être réinterrogé dans une réflexion approfondie sur la grande sécu et la place des mutuelles. Ces réflexions structurelles doivent être poursuivies. Cela étant dit, ce PLFSS contient des propositions qui constituent des avancées concrètes, notamment le fait de rendre immédiate la perception des aides applicables au secteur des services à la personne, secteur qui va croître dans les années à venir avec l'allongement de l'espérance de vie. Il est aussi prévu d'assouplir les régimes de déclaration pour les travailleurs indépendants, ce qui est bienvenu pour ces professionnels frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Ce texte traduit, on le sait, le déploiement des apports du Ségur de la santé, qui étaient des avancées attendues nécessaires. 9 milliards d'euros pour les revalorisations des personnels soignants et non soignants des hôpitaux, ainsi que des établissements médico-sociaux suite à la mission Laforcade. Je salue également la prise en charge dans le droit commun de la télésurveillance par l'assurance maladie, tout comme la poursuite de l'évolution initiée par la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 au regard des médicaments faisant l'objet d'ATU et des dispositifs médicaux numériques. Le PLFSS prévoit encore l'attribution systématique de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du RSA et d'en faciliter l'accès aux bénéficiaires de l'ASPA. Le groupe RDSE, d'ailleurs, défendra un amendement afin d'étendre la facilitation de cet accès aux bénéficiaires de l'AAH. Il met en place aussi ce texte un tarif plancher national de 22 € de l'heure pour les services à domicile et propose d'étendre les missions des EHPAD à une offre d'accompagnement à domicile des personnes en perte d'autonomie. Le travail parlementaire a besoin d'informations claires et précises. Il sera opportun que nous disposions au printemps d'une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Elle constituera une évaluation de l'exécution en amont de la discussion en automne. De même, avancer la date de dépôt du PLFSS au 1er octobre nous offrirait un délai supplémentaire bénéfique à la qualité des débats. Comme l'examen du financement de la sécurité sociale est technique, il ne doit pas être partisan, mais seulement poursuivre les objectifs d'un meilleur accès aux soins et d'un assainissement des comptes publics. Ce sera, mes chers collègues, l'état d'esprit du groupe RDSE lors de nos discussions cette semaine.